Je pense que c'est le texte de la chanson. C'est pas très... C'est dommage, mais c'est pas très grave. Oui, c'est le texte de la chanson. Je propose à Martine Munoz de venir la rejoindre, si vous souhaitez vous installer, sinon on peut rester là. Mais comme notre collègue va faire Laurent va faire une diffusion Facebook, ça ira mieux. Donc Martine Munoz, qui est notamment déléguée à la lutte contre la discrimination et à la politique d'égalité. Merci d'être là. Je propose également à Mathilde Bas, ou Basse, je ne sais pas. Bas, voilà, merci. Donc du centre d'information des femmes et des familles. Voilà. C'est tellement facile de dire CIDFF. Oui, mais on va faire ça. C'est en plus simple pour la suite. CIDFF. Donc d'intervenir également. Et Colette Henry. Super. Donc Colette Henry, qui est une marchande de tapis, une des marchandes de tapis, puisque là vous piétinez allègrement, et vous avez tout à fait le droit de le faire, vous piétinez des œuvres, des tapis qui ont été faites. Non, non, et c'est fait pour, hein, allez-y. Ah bon? Ah, tout à fait. C'est fait pour. Donc des œuvres, des tapis qui ont été élaborés par les marchandes de tapis, et Colette pourra revenir sur cette belle expérience. Prenez place. Est-ce qu'on a un micro peut-être? Super. Merci Béatrice. Pas forcément. Comme ça, on s'entendra mieux. Hein? Oui, peut-être mieux comme ça. Merci beaucoup. Installez-vous. Alors, je vous laisse le temps de vous installer pour mettre un petit peu de ce qu'on vient de voir. On va se représenter rapidement dans le sens où, pour que vous compreniez un petit peu pourquoi on intervient à ce moment-là. Mais rapidement, pour vous présenter le CIDFF, donc le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. On est une association féministe installée sur Clermont-Ferrand depuis 1992. Et on accompagne les femmes afin qu'elles puissent atteindre ce qu'on aimerait appeler l'autonomie, qu'elle soit sociale, personnelle ou professionnelle. On est actuellement au CIDFF de Clermont-Ferrand 16 salariés, des conseillères en insertion professionnelle, des psychologues, des juristes, une conseillère numérique et une chargée d'égalité genre. Vous retrouverez des CIDFF dans tous les départements et le but de ces CIDFF, c'est d'accompagner les femmes dans tous les pans et tous les champs de leur vie, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Non, simplement je voudrais revenir sur cet après-midi. Alors il y a bientôt 3 ans, n'est-ce pas Caroline, que le centre social fait des actions lors du 8 mars pour célébrer cette magnifique journée. Cette année, nous avons décidé d'une grande collaboration donc avec le CIDFF, le centre social, le CCAS, pardon, la médiathèque, et je vois plus Isabelle. Donc je constate que c'est une belle réussite. J'espère, et je prends rendez-vous, on va aller plus loin bien sûr pendant un mois, mais je prends rendez-vous pour toute l'année de travail et pour continuer dans cette voie, parce que, bon, comme vous l'avez dit, ça fait partie de ma délégation, et je tiens bien à ce que la ville de Pierre, avec l'ensemble de ses partenaires, apporte sa pierre à l'édifice, notamment pour les femmes de notre bassin et du secteur. N'est-ce pas, Caroline? Merci. Alors, moi, je suis Colette Henry. Je représente Thaïs Marquez, qui n'a pas pu se déplacer. Alors, Thaïs Marquez est une marchande de tapis. Elle nous a, et moi, je ne suis seulement une participante aux ateliers du tapis. J'ai fait le tapis qui est marron, avec une 25-30 femmes.
en 2022 et en 2023. C'est le tapis blanc sur lequel je suis qui a été fabriqué. Et donc, les marchandes de tapis sont une... Alors, je vous lis juste la présentation que m'a laissée Thaïs. Créée en 2019, les marchandes de tapis est un collectif de 7 femmes artistes et artisanes. Leurs chemins se sont croisés à Saint-Denis, dans le 93, dans le plus large collectif d'artisanat et d'art de rue de la Briche foraine, dont elles font partie depuis plus de 10 ans. Touchées dans leur quotidien par une diversité d'identités culturelles qui s'entrechoquent, elles se sont retrouvées autour de l'envie de partager leur savoir-faire artisanaux, leur amour de l'intelligence collective et de l'imaginaire pour questionner les multiples manières d'habiter ce monde ensemble. Aujourd'hui, installées en Seine-Saint-Denis et en Bretagne, dans le Livradois à Forez, elles ont pour vocation de rencontrer d'autres groupes afin de créer des œuvres collectives en expérimentant les techniques traditionnelles du feutre de laine, en particulier à travers la fabrication des tapis. Et donc, c'est ce savoir-faire qu'elles nous ont transmis, donc 2 années durant, grâce au soutien de la ville de Thiers, de TDM et puis du département, de la région, etc. Et donc, nous avons pu expérimenter. Alors, nous étions des femmes de tous horizons, puisqu'il y avait des Africaines, des femmes d'origine du Maghreb, il y en avait d'Asie, il y en avait d'Amérique latine, il y avait des Ukrainiennes, des Syriennes, enfin voilà, parce que Thiers est une ville qui accueille l'autre. Et donc, on était obligés. Alors, il y avait la barrière de la langue, mais grâce également à la participation des profs français langue étrangère qui sont mis à disposition des écoles où les enfants allophones sont scolarisés. Donc, on a réussi avec le sourire, la bienveillance, dans un cadre tranquille et avec on savait où on allait. On a construit donc les 2 projets qui sont quand même extrêmement différents. On a eu la possibilité de mettre en place notre créativité et notre bienveillance mutuelle pour réaliser ces tapis. Alors, alors le fruit des tapis, c'est assez extraordinaire parce que il y a 3 ans, quand on croisait les femmes africaines dans la rue, eh ben, c'était chien de faïence, alors que maintenant, quand on se rencontre, on se voit, on se sourit. Quand on se rencontre d'une manière plus précise dans des groupes rapprochés, on peut parler parce qu'elles ont commencé à acquérir quelques mots de français. Et donc, c'est vraiment, on arrive à faire ensemble. Et le tapis est une manière de prendre la parole d'une autre manière, via le travail commun, puisque je peux vous garantir que du boulot, il y en a. Il y a des seaux d'eau, il y a du savonnage, il y a de l'eau chaude, il y a des courbatures à la fin des ateliers de tapis. Et puis, le plaisir d'avoir fait quelque chose de beau pour la médiathèque, pour le centre social, puisque ces 2 tapis sont exposés. Et donc, c'est une grande fierté pour tout le monde et vraiment une joie d'avoir travaillé ensemble. Voilà. Alors, je ne suis pas là pour vous faire un cours de droit, mais j'aimerais effectivement qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on a visionné tous ensemble. J'aimerais savoir qui parmi vous, voilà, on va faire ça à la main levée, pense que les combats menés par Gisèle Halimi ont été largement gagnés et sont aujourd'hui des droits largement gagnés pour les femmes en France. À votre avis, selon vous, est-ce que ces combats-là sont gagnés? Est-ce que ce soit pour l'avortement, l'IVG, que ce soit pour la pénalisation et la criminalisation du viol, pour la dépénalisation de l'homosexualité, est-ce que pour vous c'est des droits acquis, c'est gagné et on n'a plus vraiment de combat de ce côté-là? Moi, je dirais que Il faudrait que oui, c'est gagné.
Il n'y a pas un autre micro? Ah, merci. Oui, c'est gagné. Il y a des lois qui ont été votées. Et donc, on peut être fier de ça, de ce combat. Par contre, c'est pas acquis. Ça reste toujours une lutte. On l'a vu dans d'autres pays. On peut le voir dans le nôtre parfois sur d'autres sujets, d'autres événements. Et la vigilance est de mise, et pas pour les femmes. Effectivement, comme on l'a vu dans le film, ça concerne les femmes et les hommes. On a tous à être beaucoup plus dignes à mener ces combats ensemble. Complètement. Complètement. Moi, je pourrais dire c'est gagné, mais pas par la plupart des gens. Les lois, ils Prenez le micro, Corinne. C'est mieux pour tout le monde. la loi est votée, mais certaines personnes comme vous et moi n'ont pas compris les lois. C'est vrai. C'est ça surtout que je Ça, voudrais dire. c'est complètement vrai. Et j'irai peut-être même plus loin parce que finalement, on a parlé de certains droits qui effectivement ont été votés, sont gagnés, mais ne sont pas acquis. Et je suis complètement d'accord. Et j'aimerais aussi vous faire part un petit peu de notre expérience sur le terrain en tant que professionnel, parce que finalement, pour être très honnête avec vous, alors on va parler de chiffres, mais pas que, c'est des droits pour lesquels il faut continuer de se battre. Ils sont acquis, oui. Mais par exemple, en 2022, 60 à 80% des viols étaient correctionnalisés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas jugés comme un crime en France. 2022. Je ne dis pas ça pour plomber l'ambiance, hein, bien évidemment, mais surtout pour comprendre que oui, les lois sont votées, oui, on a fait du chemin. On remercie Gisèle Halimi, pas uniquement, on remercie toutes ces femmes qui se sont battues pour les droits qu'on a aujourd'hui. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Et je rejoins Caroline complètement sur ce sujet. À chaque fois que quelque chose se passe dans le monde, que ce soit des guerres, que ce soit des catastrophes, peu importe, malheureusement, c'est très régulièrement le droit des femmes qui va d'abord être touché. Donc, dans ce sens-là, il faut continuer à se battre. De même que pour l'IVG, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une petite victoire à fêter. Le 4 mars 2024, l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, a été ajoutée dans la Constitution. Et là encore, j'émettrai une réserve. Je suis désolée, mais dans la réalité, ce qui a été voté par le Sénat, qui est composé à majorité d'hommes, c'est la liberté d'exercer ce droit à l'IVG. Ce n'est pas le droit à l'IVG lui-même. C'est-à-dire que dans la réalité, alors oui, il est protégé par la Constitution, et oui, on ne pourra pas perdre ce droit, mais dans la réalité, cette liberté, cette distinction de notion entre droit et liberté fait que le législateur et que le gouvernement et que tous les organes sur les départements ne sont pas obligés de tout mettre en œuvre et de tout faire en œuvre pour mettre en place ce droit. C'est-à-dire que si on est dans un désert médical, ou si des médecins refusent de pratiquer l'IVG pour des raisons qui leur sont propres, et ils ont le droit de le faire selon la déontologie médicale, il se peut que dans certaines régions, dans certains départements, et voire peut-être même plus, en France, certaines femmes n'aient pas réellement accès à l'IVG. Donc c'est un très bon début. On est extrêmement fiers de cette date, mais il faut continuer à aller un petit peu plus loin dans ce combat. Et effectivement, le but de ce petit débat, après avoir visionné tous les combats qu'a mené Gisèle Halimi, c'est de dire, c'est vrai, c'est des droits qui ont été votés, on peut en être très fiers, mais il faut continuer à se battre pour qu'on garde ces droits. C'est l'inverse. C'est la liberté d'exercer ce droit et non pas le droit directement à l'IVG. C'est-à-dire que si ça avait été donc l'inverse et que c'était le droit à l'IVG qui était rentré dans la Constitution, la France serait obligée de mettre en place l'accès à l'IVG pour toutes les femmes sur tout le territoire. C'est une victoire quand même, hein, il faut quand même être fier de ça, c'est une victoire, mais dans la réalité, ça prouve bien la réticence du Sénat, et pas que du Sénat malheureusement, à nous accorder pleinement des droits qu'on a déjà et qu'on devrait avoir complètement. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait animer un petit peu ce débat à la suite de ce visionnage, pour bien faire comprendre que oui, effectivement, on a beaucoup évolué et on a bien vu tout au long de sa vie l'évolution du droit des femmes en France, mais il faut continuer ce combat.
De la même manière, très rapidement, on va revenir sur le rapport du Haut Conseil de l'égalité qui a été rendu sur le sexisme cette année. Oui, je regarde. Pour faire suite au documentaire qu'on vient de voir et notamment au procès de Gisèle Halimi sur les 2 femmes qui ont été violées dans les casernes de Marseille, vous avez vu les images durant le procès où les hommes venaient défendre les violeurs et expliquant que les femmes avaient une part de responsabilité dans les crimes qu'elles ont subis. Je voulais revenir, comme Pétrina l'a dit, sur le rapport du Conseil à l'égalité de cette année, de 2023, où il y a énormément de chiffres, dont notamment un qui peut paraître assez inquiétant, alors qu'on est en 2024 et qu'on pense que ce sont des droits qui sont acquis, et que chacun est censé... Enfin, on pourrait penser que chacun comprend qu'une femme violée est une victime. Ce rapport dit que plus de 30% de la population française, et notamment les plus jeunes de 18 à 35 ans, considèrent tout de même que les femmes ont une responsabilité lorsqu'elles sont violées ou victimes d'agressions sexuelles. Voilà, je voulais revenir sur ce chiffre qui me semble quand même important à notifier, que pour... voilà. C'est énorme, oui. Et il n'y a pas que ça, comme je sais dans ce rapport, notamment... Il est très intéressant. Il y a des synthèses, bien sûr, qui existent. Le rapport fait une 50aine de pages. Il y a des synthèses qui existent assez claires et les chiffres sont assez édifiants. L'intitulé du rapport, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est la conclusion qu'il y a une montée du sexisme chez les plus jeunes de 18 à 35 ans en France. Et sur les clichés sexistes qui existent, l'homophobie vient également avec. Voilà. Je suis un peu pessimiste, je suis désolée. Alors non, effectivement, le but c'est pas de plomber l'ambiance, hein, bien au contraire, parce que c'est pour ça, et après on va aller boire un peu de l'amitié, donc c'est un peu mieux. Mais dans la réalité, le but c'est aussi qu'on comprenne tous ensemble que finalement, c'est des combats qui ont été menés par d'autres personnes avant nous, et finalement c'est un relais. Maintenant c'est à nous également de continuer ces combats. Parce que pareil, j'aimerais revenir un petit peu, alors on ne va pas, je vous dis, vous plomber avec plein de chiffres, mais dans la réalité, la plupart, rapidement, le viol est un crime. Elle l'a répété et martelé plusieurs fois. En France, il y a une classification des infractions. Il y a les contraventions, les délits et les crimes. C'est entre guillemets du moins grave au plus grave. Le viol, au même titre que le meurtre, est un crime. Donc la réclusion qui est espérée au moment d'une condamnation, c'est entre 15 à 30 ans de prison. On a encore énormément de peines avec sursis, c'est-à-dire d'hommes qui ont des bracelets électroniques. On a encore énormément de classements sans suite après des plaintes pour viol et violences sexuelles de manière très globale et très générale. Donc le but, c'est aussi de se dire, alors c'est des droits qu'on a, on les a acquis, c'est des choses qui ont été votées, mais maintenant le but, c'est aussi de comprendre que parfois la loi ne colle pas réellement à la réalité. C'est-à-dire que on demande aux victimes elles-mêmes de prouver qu'elles sont victimes. On continue à demander aux victimes d'étaler leur vie intime, leur vie personnelle, leur vie privée qui va être décortiquée, puisqu'on va avoir l'image de cette bonne victime. Il y a la bonne victime et la mauvaise victime. La mauvaise victime, celle qui y est un petit peu pour quelque chose. Et souvent, c'est ce qu'on voit dans des procès très médiatiques. C'est qu'on va décortiquer plus la vie de la victime que celle de l'auteur des violences. Donc finalement, on voit bien que le combat n'est pas tout à fait gagné et qu'il faut continuer. Mais il ne faut pas non plus partir sur une note pessimiste. Comme je vous dis, on a réussi et on est le premier pays au monde à avoir constitutionnalisé l'IVG. C'est une très belle victoire. Mitigée certes parce qu'on attend que ce soit les droits qui soient constitutionnalisés, mais c'est une très belle victoire quand même. C'est une victoire qui donne peut-être, et nous l'espérons, de l'espoir à toutes nos sœurs, que ce soit en Irak, en Afghanistan, que ce soit dans plein d'autres pays, malheureusement, que ce soit l'Inde ou la Chine, où on continue par exemple en Inde à avoir je ne peux pas dire l'IVG parce que c'est pas un choix, qui continuent à avoir des avortements subis par les femmes à partir du moment où on comprend qu'elles sont enceintes de petites filles. On a encore énormément de pays qui pratiquent ce qu'on appelle les IVG sélectifs. Donc à partir du moment où on apprend qu'on porte une petite fille,
la famille ou la belle famille force la jeune femme à avorter. Et ça, on le voit un petit peu partout. Donc, j'espère que la France donne une note d'espoir à ces femmes un peu partout dans le monde. Et j'espère que, même pour vous, c'est une note d'espoir parce qu'on avance et qu'il faut simplement continuer et ne pas baisser les bras et ne pas lâcher pour éviter justement de revenir en arrière et de perdre certains droits comme on a pu le voir aux États-Unis ou comme on a pu le voir dans d'autres pays où on considérait que c'était acquis et c'était bon. Et finalement, on se rend bien compte que non. Est-ce que vous avez... Oui. Oui, pour rebondir Karine Legrand, moi je voulais dire qu'en fait, moi je m'inquiète de la dépression religieuse parce qu'en fait aujourd'hui on se rend bien compte, enfin moi je suis petite fille de femmes engagées, militantes et qui ont agi sur justement et qui ont été œuvrées, je dirais, pour nos libertés. Et aujourd'hui, il y a une pression religieuse qui fait que il y a des femmes qui se retrouvent en grosse difficulté. Et moi, personnellement, ça m'inquiète. Parce qu'on y est confronté en tant que femme dans la rue, tout simplement. Et je trouve ça inadmissible et scandaleux en 2024. Et l'autre point que je voulais aborder pour mettre une note un peu plus positive, c'est que je pense qu'il y a en fait une lutte qui me semble intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, il y a remis actuellement en avant de dénoncer la violence des hommes et que la violence des hommes a un coût pour la société et que ce coût n'est pas peu par rapport en fait à nous en tant que femmes si on a déjà été violées, mais également un coût pour la société du fait de cette violence et qu'en fait l'axe de la violence me semble un axe intéressant à dénoncer et à continuer à mettre en avant. Et c'est peut-être plus large que par rapport aux femmes, mais ça aura un impact automatiquement et ça sera peut-être plus audible pour les hommes. Parce que la problématique qui ressort dans le reportage qu'on a vu, c'est d'arriver à convaincre les hommes, puisque c'est eux, dans l'essentiel, qui votent les lois et qui votent après derrière. Sachant que nos cadres, au niveau des fonctionnaires, sont également beaucoup d'hommes et pas forcément beaucoup de femmes. Donc surtout dans les points stratégiques. Donc là, je pense qu'en fait, voilà, pour moi, un axe positif, c'est ce côté-là. Alors, merci beaucoup. Effectivement, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Déjà, la première chose, c'est que j'irai peut-être même un peu plus loin. Je ne pense pas que ce soit seulement là ou les religions qui imposent ou qui imposeraient des dogmes. Dans la réalité, c'est un tout. C'est un tout parce qu'on voit, et je rebondis sur ce que Mathilde a dit, c'est une réalité, on voit une montée du sexisme chez les plus jeunes, ce qui peut paraître aberrant parce que on a des niveaux de connaissances, on a des niveaux et une accessibilité très facile à énormément d'ouvrages, énormément de courts-métrages, de films, ce que vous voulez, qui nous permettent quand même d'avoir une ouverture sur le monde, une ouverture d'esprit, et on se rend bien compte qu'on va un petit peu en arrière. Alors, je ne me prétends pas sociologue et je ne peux pas vous donner mon avis très tranché sur la question. Je ne pourrais pas vous dire réellement ce qui fait cette montée du sexisme. Est-ce que c'est uniquement la religion? Je dirais que non, très, très sincèrement. Je pense que c'est un tout. C'est un tout parce qu'on met une certaine pression aux femmes qu'on invisibilise parfois. Et Gisèle Halimi, dans le reportage, en a fait part un petit peu. On demande aux femmes, puisqu'elles ont voulu l'égalité, puisqu'elles ont voulu travailler, on leur demande de travailler comme un homme, mais de continuer à être une bonne ménagère. Donc de s'occuper autant des enfants, de gérer plus les tâches ménagères, de gérer plus le quotidien, plus les démarches administratives, de gérer les enfants, tous les rendez-vous et tout ce qui concerne les enfants, mais en plus d'avoir une carrière telle qu'un homme. Alors je ne dis pas que les hommes de nos jours ne font rien et qu'il n'y a pas de partage, et heureusement, c'est pas vrai, mais dans la réalité, on met une certaine pression sur ces femmes, et c'est aussi pour ça que je dirais que je suis complètement d'accord avec vous, il faudrait combattre cette violence de manière globale, parce que ce ne sont pas seulement les femmes qui sont victimes de violences sexuelles, de violences physiques, de violences économiques, de violences psychologiques, spirituelles, et j'en passe, parce que des types de violences, il y en a plein. On a des hommes victimes, on en a beaucoup plus que ce qu'on ne croit. Les chiffres sont malheureusement déjà très peu récents. Les derniers chiffres qui consacrent un petit passage sur les hommes victimes de violences conjugales datent de 2019 et ils sont complètement faussés. Je suis désolée de le dire,
mais parce que première chose, les hommes portent beaucoup moins plainte que les femmes, ont beaucoup plus honte de se dire victimes. Déjà, les femmes ne sont pas très bien reçues dans les commissariats, toujours de nos jours. Alors, pas tous les commissariats, et pas, heureusement, hein, pas dans tous les commissariats, mais c'est toujours quand même une démarche très compliquée d'aller déposer une plainte pour violence, que ce soit conjugale, sexuelle ou autre. Alors, quand c'est un homme, honnêtement, la manière dont il est traité ou reçu est presque même encore pire, parce que souvent, on se moque, ou alors même on remet en question en disant à un homme comme vous, se faire taper par sa bonne femme, j'ai un doute. Et c'est triste, ça peut faire sourire certains d'entre vous, mais effectivement, c'est des hommes qui, en plus de subir cette difficulté à intégrer les violences et à se reconnaître eux-mêmes comme victimes, subissent aussi ces critiques et ces moqueries de la part des forces de l'ordre, de la part du personnel soignant, parce qu'un homme qui a été victime d'un viol ou d'une tentative ou d'une agression sexuelle et qui va dans des unités de victimologie de nos jours en France n'est pas forcément très bien reçu. Et c'est un traumatisme de plus qui s'ajoute, tout en sachant qu'il y a les séquelles physiques, mais il y a les séquelles psychologiques, et celles-ci sont de nos jours encore très difficilement reconnues par la justice. Parce que, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et je reviens un petit peu sur ça, on demande à la victime de prouver qu'elle est victime devant la loi. On parle de preuves matérielles, parce que le viol, par exemple, étant un crime, on va parler de preuves matérielles. Comment on prouve l'impact psychologique d'un viol? Ou comment on prouve un viol physiquement, alors même qu'il nous a fallu des années pour accepter qu'on a été victime, pour reconnaître qu'on a été victime et pour déposer et avoir le courage de déposer une plainte. Comment on prouve que c'est arrivé? Donc à partir de là, et c'est pour ça que je vous dis, il faut continuer le combat, il faut que nos lois évoluent, je dirais pas changent, mais évoluent, parce qu'il faut arrêter de faire peser le poids de la culpabilité, le poids de la preuve, la charge de la preuve sur une victime. Je voudrais ajouter quelque chose. Merci. Je pense que pour que ça change, il y a le dire, c'est important, parce que il y a le message explicite, et on parle, et c'est juste, et c'est nécessaire, mais il y a aussi toute l'attitude qu'on a, et ce qu'on transmet à un enfant quand il est petit. Alors, bien sûr, on va lui donner des messages explicites, hein, dépêche-toi, ne fais pas ça, c'est pas bien, fais ça, c'est mieux, ok. Mais il y a aussi la manière dont nous, on se positionne. Est-ce qu'on a le courage de nos opinions? Est-ce qu'on est joyeux et convivial avec nos voisins, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on donne confiance par notre attitude tranquille et positive? Ou est-ce qu'au contraire, on est agacé et qu'on met du bois sur le feu de l'agressivité, de la violence ambiante? Tout ça, c'est des messages qui sont extrêmement importants à communiquer par notre manière d'être. Voilà. Et concernant l'évolution de la loi, hein, puisqu'on parle de ça depuis un petit peu tout à l'heure, effectivement, certaines lois, bon, je trouve que toutes les lois et tous les combats de Gisèle Halimi, les lois et les choses qui ont été décidées sont parfois arrivées de manière très tardive. 65 pour ouvrir un compte bancaire sans l'accord écrit de son mari et pour avoir le droit de postuler et d'accepter un travail sans l'accord écrit de son mari, c'est extrêmement tard. Mais il y a des lois qui, et peut-être que ça peut pour certains d'entre vous vous choquer si vous n'êtes pas au courant de ça, mais il y a des lois qui sont arrivées bien plus tard que ça. Effectivement, déjà pour le viol conjugal, le viol a été reconnu effectivement tardivement déjà comme un crime. On l'a vu dans ce combat qu'elle a mené, mais le viol conjugal, on est encore de nos jours en train d'expliquer que ça existe. Nous, en tant que professionnels, c'est extrêmement frustrant d'expliquer à des jeunes que se forcer pour faire plaisir à l'autre, c'est pas un consentement. C'est très frustrant aussi de nos jours d'entendre des gens qui disent, souvent dans des publics qu'on a ou des gens qu'on reçoit, bah non, c'est pas un viol, c'est mon mari, ou non, c'est pas un viol, c'est mon copain. À partir du moment où le consentement n'y est pas, à partir du moment où c'est forcé, contraint ou par surprise, il s'agit d'un viol. Et effectivement, pour le viol,
Il a été reconnu par les tribunaux, donc par la jurisprudence, le viol conjugal en 1992. Il a fallu attendre 2006 pour que la loi le criminalise. Et même pire que ça, il a fallu attendre 2021 pour qu'on reconnaisse les enfants comme victimes dans les foyers où il y avait de la violence conjugale ou intrafamiliale. Avant 2021, on considérait ces enfants comme des simples témoins des violences. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais c'est un petit peu comme tout à l'heure, droit et liberté. C'est une notion qui est fondamentale sur les conséquences juridiques. C'est-à-dire que lorsqu'on considère qu'un enfant est témoin, il peut, s'il a l'âge requis et si le juge le décide, témoigner pour dire ce qui se passe à la maison. Sinon, entre guillemets, c'est comme s'il n'existait pas dans la procédure. Par contre, le reconnaître comme victime, c'est reconnaître une prise en charge. L'enfant n'a pas besoin d'avoir pris des coups ou d'avoir été directement insulté. À partir du moment où un enfant insiste à non pas ce qu'on va appeler une dispute qui dégénère, mais à vraiment de la violence, parce que ça c'est pareil, hein. De nos jours, on a énormément de jeunes que nous on peut recevoir ou voir quand on intervient en collège, lycée ou mission locale qui confondent dispute de couple et violence conjugale. Parce que pour beaucoup de jeunes de nos jours, alors je ne vais pas dire beaucoup, mais pour un certain nombre, une gifle, bah, ça va, il y a pire. Donc on est encore en train de devoir expliquer qu'un conflit conjugal, une dispute, tout le monde en a, tous les couples en connaissent, mais conflit et violence, c'est pas la même chose. Dans un conflit, on peut ne pas être d'accord. On peut hausser le ton, dans le grand maximum utiliser des noms d'oiseaux, mais dans la réalité, ça devrait s'arrêter à ça. Là, on est sur du conflit. Le conflit, c'est que chacun peut donner son avis, même s'il n'est pas entendu ou accepté par l'autre tout de suite, chacun donne son opinion. Dans la violence conjugale, il n'y a pas d'opinion. Il y a un ascendant et quelqu'un qui subit. Il y a quelqu'un qui exerce une emprise et quelqu'un qui est sous emprise, qui n'a pas son mot à dire, qui ne peut pas s'exprimer et qui, s'il a le malheur de le faire, sait qu'il y aura des répercussions. Donc ça, c'est pas un conflit. Et pourquoi je parle de cette loi de 2021, c'est qu'avant 2021, ces enfants qui n'étaient pas reconnus comme victimes n'avaient aucune reconnaissance par les tribunaux, alors même qu'il pouvait y avoir des condamnations, et donc aucune prise en charge. Donc c'est seulement depuis 2021 qu'on considère qu'il faut des prises en charge psychologiques pour les enfants qui ont été dans des foyers violents. 2021, c'est hier. C'est-à-dire qu'on aura les fruits de ça d'ici 20 ou 30 ou 40 ans. Et il faut le savoir, et les chiffres le disent, les enfants ou les personnes qui ont subi des violences intrafamiliales, des violences conjugales ou d'autres types de violences ont plus de chances de devenir potentiels auteurs ou potentielles victimes. S'il n'y a pas de prise en charge, s'il n'y a pas de suivi, et si ces enfants n'ont pas une reconstruction. Vous voyez beaucoup de personnes qui se rétractent une fois qu'ils sont Prends le micro, finalement. Dans les bras. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de personnes qui se rétractent et qui reviennent sur leur plainte ou sur le fait d'être venus vous voir et d'avoir exposé leurs problèmes. Oui. oui, ça arrive très souvent. Il y a des chiffres qui sont sortis, j'en parle beaucoup en chiffres, mais c'est assez clair et ça permet d'avoir, oui, c'est assez parlant. Une femme victime de violence conjugale, avant de partir de son mari violent, de son conjoint violent, fait 7 allers-retours en moyenne. Moi, j'utilise beaucoup ce chiffre qui date de la fin d'année dernière. Je ne sais plus où il a été publié, mais c'est une source sûre. Oui, c'est un chiffre qu'on voit partout. J'utilise beaucoup avec les femmes qui m'expliquent qu'elles se sentent faibles à l'idée de revenir vers leur conjoint violent, en leur expliquant que non, elles ne sont pas faibles, c'est qu'il y a une emprise et il y a un mécanisme psychologique qui fait qu'elles vont revenir à un moment, c'est très dur de partir. De ce fait-là, elles déposent des plaintes et elles vont les retirer. Ça arrive. Et à savoir que c'est pas parce que... la justice prend quand même assez à cœur depuis le Grenelle des violences conjugales ces questions-là. Quand une femme va déposer plainte pour violence, si le procureur va ensuite être saisi, si l'enquête est lancée, même si elle retire sa plainte, le procureur va continuer l'enquête. Et c'est pas parce qu'elle retire sa plainte que la justice ne va pas s'en saisir, parce qu'il y a même des situations très complexes où on a un procès,
avec un couple qui s'est remis ensemble. J'ai eu le cas cette semaine, hier, de deux personnes. La personne venait me voir en tant qu'auteur de violence. Cette personne allait avoir un procès et m'a dit mais nous sommes ensemble, nous sommes toujours ensemble. Bon là c'est l'auteur qui est venu me voir, c'est un peu plus particulier. Mais ça amène des situations très complexes. Voilà, mais oui, ça arrive assez fréquemment. Je ne vois pas les chiffres, en tout cas 7 allers-retours, je pense que c'est un chiffre assez parlant. Je vais juste rajouter une petite explication sur ça. Peu importe la raison du dépôt de plainte, la plainte ça veut dire infraction pénale, hein, forcément. Le retrait d'une plainte, que ce soit pour violence conjugale, pour viol ou pour n'importe quel type de délit ou de crime, ça ne change rien. Et ça, on ne l'explique pas tout de suite à la victime parce que justement, il y a cet aller-retour. Donc, alors on ne lui ment pas, hein, évidemment. Si on nous pose la question, si je retire ma plainte, est-ce que ça change quelque chose? On peut lui dire que non, puisque l'enquête étant lancée, on continuera l'enquête comme si la plainte était toujours là. Donc le retrait ne change rien. Mais dans la réalité, on sait presque de source sûre que plus de la moitié des plaintes de femmes victimes qu'on reçoit, enfin, qu'on va accompagner jusqu'à la plainte, vont être retirées dans les semaines qui viennent, c'est sûr. Pourquoi? Parce que justement, il y a une emprise. Sans même parler de l'emprise, il y a aussi un phénomène qu'il faut comprendre, c'est que l'auteur des violences donc, exerce cette emprise, cette manière d'être presque le tout de sa victime, mais surtout, il va la démolir psychologiquement tellement de temps et tellement fort qu'elle ne peut pas se voir sans lui. Non, elle sait. Souvent, quand elles arrivent jusqu'à nous, elles savent que ce qu'elles vivent n'est pas normal. Simplement, elles n'ont que ça. Et très souvent, l'auteur va le marteler pendant des mois, voire des années. Sans moi, tu n'es rien. Si tu pars, ben, les enfants ne partent pas. On le voit beaucoup avec les couples binationaux. On le voit beaucoup avec les couples où l'auteur des violences, que ce soit homme ou femme, hein, je ne donne pas de genre aux auteurs, est en français, avec le conjoint victime qui, lui, est étranger et qui dépend du titre séjour vie privée et familiale. On voit énormément, c'est des femmes ou des hommes hein, victimes qui ne connaissent pas les lois françaises. Déjà, nous, on a du mal, il y en a tellement. Alors eux, encore moins. Parfois, ils ont même une difficulté de compréhension et de maîtrise de la langue française qui est aussi très compliquée, hein, il faut le dire. Donc, c'est des gens qui n'ont que comme seul repère l'auteur des violences. Et cet auteur, il leur explique, ben écoute, c'est simple, tu veux me quitter très bien, moi je suis français, les enfants sont français, tu ne l'es pas. Tu peux me quitter, tu peux rentrer dans ton pays, les enfants ils restent ici. Donc c'est des femmes, pour la majorité ça va être des femmes, c'est des femmes qui n'oseront jamais porter plainte si elles ne sont pas accompagnées par des associations qui leur disent mais non, ça se passe pas comme ça la loi, ça ne se passe pas comme ça le droit. Mais dans la réalité, c'est des choses qu'elles sont tellement persuadées que ça arrive que bah, finalement, elles ne vont jamais oser parler, ou elles vont mettre des années avant de parler. Et pour rebondir rapidement sur ça, oui, on en a beaucoup qui retirent leur plainte, mais on a aussi énormément de femmes qui, après condamnation, la première chose qu'elles font, c'est des demandes de parloir. Parce qu'elles se sentent coupables, écoutez bien, hein, elles se sentent coupables parce qu'elles sont la cause de pourquoi monsieur est en prison. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut impérativement, et je ne prêche pas pour ma paroisse, et pas uniquement pour ma paroisse parce qu'on est plein d'associations, mais on vous a mis des flyers dans la salle Véranda avec des numéros, avec des coordonnées. C'est important que ces femmes nous rencontrent, ou rencontrent d'autres associations d'aide aux victimes, comme avec 63 par exemple. C'est très important parce qu'il faut qu'elles aient une prise en charge pluridisciplinaire avant d'arriver à complètement se détacher. Il faut qu'elles soient autonomes financièrement, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des victimes de violences. Donc déjà, première chose, il faut qu'elles puissent se sentir légitimes et autonomes à reprendre des formations, reprendre des études, reprendre le travail, alors même que souvent l'auteur l'interdit. En plus de cet aspect financier qui malheureusement est important hein, pour partir d'un domicile, il faut aussi prendre en compte que ces femmes, si elles n'ont pas d'autonomie sociale, si elles connaissent que l'auteur, que la famille de l'auteur, bah comment voulez-vous qu'elles partent? Leur monde tourne autour souvent des enfants communs, mais de l'auteur et de sa famille, puisque très souvent, un peu de 90%, hein, elles sont isolées.
par l'auteur. Alors c'est insidieux, hein, c'est pas le jour de la rencontre qu'il leur dit par contre tes parents tu les vois plus, tes amis tu les vois plus, mais ça va commencer doucement. Ah bah cette copine elle a une mauvaise influence sur toi, je l'aime pas trop, je suis pas ravie que tu sortes avec. Donc finalement petit à petit on va les isoler. Donc si elles sont pas autonomes professionnellement, pas autonomes socialement, qu'elles n'ont personne d'autre que cette famille, ce noyau dur, comment voulez-vous qu'elles ne fassent pas d'aller-retour? Donc il faut vraiment un accompagnement psychologique, un accompagnement en termes d'emploi, mais d'emploi spécifique aux femmes. Un emploi qui prend en compte les difficultés des femmes victimes, les difficultés de reconstruction et les difficultés d'élever des enfants qui, pour la plupart, vont être en garde alternée. Parce que l'auteur des violences, en France de nos jours, ne perd pas du tout systématiquement l'autorité parentale. Ce qui veut dire que même en prison, il peut continuer à embêter son ex-conjoint ou son ex-conjointe en s'opposant à des décisions primordiales sur les enfants. Donc même comme ça, et même en prison, ils peuvent garder un contrôle sur ces victimes. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut, entre guillemets, je dirais, de manière sociale, et il faudrait qu'on prenne tous cette part de responsabilité, arrêter les questions de pourquoi elle n'est pas partie, pourquoi elle reste, pourquoi elle ne s'est pas débattue, pourquoi elle n'a pas crié. Parce que malheureusement, c'est pas du tout aussi simple que ça, et on continue par ces questions qui sont parfois bienveillantes. Quand on est de la famille, on se dit mais pourquoi elle n'est pas partie? Mais il a fallu tellement de temps et de coups et de sévices avant qu'elle parte. Pourquoi elle ne l'a pas fait avant? Oui, c'est pas malveillant, mais ça repose la responsabilité sur la victime et non pas sur l'auteur. Tu voulais dire que l'autorité parentale reste toujours partagée, contrairement à... 80% des cas des auteurs condamnés pour les violences conjugales, l'autorité parentale reste. Il n'y a pas de débat en cours en ce moment? Si, et pas seulement en ce moment, ça fait bien 5-6 ans qu'il est très violent et peut-être même plus qu'il est sous-jacent. Mais oui, on a ce débat. Et finalement, c'est un petit peu comme quand on parle de dissocier l'homme de l'artiste. C'est un petit peu pareil. Un homme qui a été violent mais qui n'a pas été un père violent, on considère qu'il reste le père. Et je vous rappellerai que dans le Code civil, il y a un article, je ne peux pas vous citer de tête, je suis désolée, mais qui indique que les enfants ont des droits, et ces enfants, dans la plupart de leurs droits, ils ont le droit à une vie familiale stable, à des liens familiaux stables. Je vois vos visages et je comprends votre désarroi, je suis complètement d'accord avec vous, mais dans la réalité, on considère que ces enfants doivent avoir des liens avec tous les membres de leur famille, ce qui ne veut pas dire seulement père et mère. C'est pour ça aussi qu'on parle de droit des grands-parents. C'est pas le droit des grands-parents, c'est le droit des petits-enfants, dans la réalité. Mais c'est un petit peu ça qui fait qu'on considère que si les enfants n'ont pas été victimes, et c'est pour ça que je vous parle du statut de victime en 2021 qui est très important, c'est qu'on considère que si ces enfants n'ont pas été victimes de leur père, si on considère que c'est le père qui est violent, ben ça reste un bon père. Et il a le droit de continuer à prendre des décisions sur ses enfants, en prison ou pas d'ailleurs. Mais quand vous parliez tout à l'heure que les enfants peuvent témoigner, mais à quel âge? On considère qu'en fait ça dépend du discernement de l'enfant. Il n'y a pas d'âge précis pour lequel le juge peut entendre l'enfant en tant que témoin. On va considérer, au vu de ce qui se fait dans la pratique, que c'est à partir de 7-8 ans que l'enfant commence à être discernant et qu'on va l'interroger en tant que témoin. C'est ce qui ressort des études, de tout ce qui a été fait sur le série. Je croyais que c'était plus vieux, justement. C'est en civil, Aussi. 13 ans. Au civil, c'est 13 ans. Oui. C'est pour les décisions de divorce. Oui, voilà. Mais au pénal, oui, ça peut être très jeune et pour les enfants, oui. Mais après, les enfants, là, c'est la valeur de la parole. C'est un sujet très complexe et qui est très débattu. Quelle valeur va avoir la parole de l'enfant? Est-ce qu'il est manipulé par ses parents, etc. Donc souvent, les juges ont tendance à plus considérer autour de 7-8 ans, ce qu'on appelle l'âge de raison. On commence à... Voilà. C'est juste ça. À rajouter non, parce que c'était tout à fait complet, mais finalement, en fait, c'est du cas par cas. Dans la réalité, c'est une question qui est très complexe, très épineuse. Mathilde a complètement raison sur ça. Très épineuse parce que tous les enfants ne se développent pas de la même manière. Que le traumatisme de ce que certains enfants ont vécu va aussi dans les retards de l'apprentissage. On a énormément d'enfants qui peuvent développer des pathologies, des retards d'apprentissage
parce qu'ils ont subi ou qu'ils ont vu un de leurs parents, ou même les deux, subir des violences. Ça peut avoir un impact très fort sur la manière dont se développe un enfant. Donc il y a des enfants qui à 7 ans seront parfaitement capables d'expliquer ce qui se passe à la maison et qui seront assez clairs et cohérents pour le juge, pour que le juge ne se dise pas il y a l'ingérence d'un des deux parents dans la pensée de l'enfant. Et il y a des enfants qui à 14 ans seront dans un tel traumatisme ou dans un tel choc post-traumatique qu'ils seront dans l'incapacité totale d'avoir une parole claire et sensée devant un tribunal. On parle de 13 ans au civil, oui, pour tout ce qui est décision de garde alternée ou non, résidence des enfants, dans les divorces ou les séparations. Au pénal, il n'y a pas vraiment d'âge, 7-8 ans, âge de raison, mais il y a des procès qui ont eu lieu où des enfants de 3-4 ans ont pu être entendus. Quand je dis entendus, c'est par des pédopsychologues ou pédopsychiatres sous forme de dessins. Il y a des choses que des enfants n'inventent pas. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Mais c'est extrêmement rare parce que, encore une fois, il faut bien prendre en compte que la psychologie, l'aspect psychologique et les études psychiatriques et psychologiques sont encore très difficiles à mettre en pratique dans le droit. Il y a encore énormément de réticence des législateurs, des tribunaux et de certains professionnels du droit de prendre en compte l'aspect psychologique des choses. D'autres questions Ou remarques, vous n'êtes pas obligé de poser des questions, vous pouvez donner votre avis aussi. Prise de parole, en tout cas. On veut aller boire un petit verre, c'est ça? Oui. Oui, donc je vous remercie beaucoup. Merci pour cette avoir été là très nombreux. On va boire le verre d'amitié, mais je crois qu'il serait intéressant qu'on puisse avoir la fin du le programme pour demain. Eh bien, je voulais, vous me tendez une belle perche parce que je l'avais préparée. Tout est pensé, c'est fabuleux. Donc effectivement, je vous invite à retrouver dans le programme, vous l'avez certainement déjà pour beaucoup dans vos mains, sinon vous le retrouvez à l'accueil, le programme de tous les temps qu'on a prévu, parce que vraiment, on a manié tout le mois de mars et début avril, avec des temps forts tous les samedis, notamment demain. Nous avons les premiers gestes de self-défense au féminin par l'aïkido Club Pierre Noir. Donc c'est important aussi, tout à fait, ça se passe ici à la médiathèque. C'est important que les femmes sachent se défendre, avoir quelques astuces et quelques petites choses très simples qui peuvent permettre de dire non. Non, je ne veux pas. Voilà, maman, ce que tu veux. Nous avons aussi de 14 à 16 dans cette salle des portraits de femmes qui font l'art. Donc c'est une rétrospective avec la microphonie. Et nous avons un jeu de rôle qui s'appelle Moi c'est Madame, de 16h à 18h, qui est un jeu de rôle pour lutter contre le sexisme. Donc ça s'adresse aux plus jeunes, aux jeunes enfants ados, pour aussi les outiller à se dire non, ou à se dire tiens, ce que je suis en train de dire là, c'est un peu, finalement c'est sexiste, ou ça peut être mal pris, quoi. J'ai pas le droit de le dire. Voilà. Et d'autres événements, le 16 mars, le 23 mars, le 30 mars. Mais je vous invite à le découvrir. Et avant d'aller boire un coup, si vous me permettez, Martine, je voulais juste vous rappeler qu'en Afghanistan, cet endroit n'est pas autorisé pour les femmes. La connaissance n'est pas Merci. Il n'existe pas, on va dire. Merci. À la suite de l'après-midi de demain, au vol du Bourdon, dans le café associatif, on a une conférence.